Chers téléspectateurs, bonjour. Notre Zoom du jour va porter sur un sujet grave qui sera peut-être un des sujets cruciaux de l'année 2026, la vie, alors que la loi sur l'euthanasie revient dans quelques jours au Parlement. Pour en parler, nous recevons Marie-Lise Pellissier. Marie-Lise Pellissier, bonjour. Bonjour monsieur. Alors Marie-Lise Pellissier, vous êtes porte-parole de la Marche pour la vie. Le grand rassemblement annuel aura lieu dans quelques jours à Paris, le dimanche 18 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant le retour de la loi euthanasie au Parlement, au Sénat plus précisément. Alors, on peut penser que cette Marche pour la vie 2026 est plus que jamais nécessaire. Oui, il est toujours crucial de se mobiliser pour le respect de la vie, mais cette année, la Marche pour la vie est bien la seule organisation qui mobilise les personnes dans la rue contre cette loi euthanasie. Et donc, il est crucial d'être nombreux pour montrer aux sénateurs qui vont, quelques jours après la Marche pour la vie, voter et débattre sur ce projet de loi qui a été adopté le 27 mai 2025 à l'Assemblée nationale en première lecture. Le projet a maintes fois été repoussé, ça fait depuis 2023 que nous en parlons, mais il a donc été voté en première lecture et nous attendons vraiment de la part des sénateurs qu'il soit repoussé. Ce projet de loi est grave puisque il représente un véritable basculement anthropologique, civilisationnel, en faisant passer la mort provoquée comme un soin, le fait de tuer comme un soin et comme un droit. Alors le vrai fléau, c'est que donner la mort est assimilé au soin, ce qui est un renversement complet. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dès l'article 1er. L'article 1er de la loi consiste à changer le code de la santé et à introduire l'aide à mourir, ce qu'ils appellent l'aide à mourir, parce qu'ils ont même enlevé le terme de active et ils ont évidemment enlevé le terme d'euthanasie et de suicide assisté pour le remplacer par ce terme très flou de aide à mourir. Et ils mettent cette aide à mourir dans le droit à avoir une fin de vie digne, ce qui déjà présuppose un terme, une signification du terme de dignité qui n'est pas celle que la Marche pour la vie défend. Oui, voilà, parce que c'est extrêmement dangereux d'employer ce terme de dignité de ce point de vue-là, puisque une personne malade, une personne grabataire serait indigne. Cet pousser les gens à demander ce suicide assisté. C'est ce qui est totalement supposé par cette loi et qui, en fait, cet usage erroné du terme dignité vient de l'ADMD, de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui est un lobby très puissant qui insiste pour que cette loi soit votée, surtout avant la fin du quinquennat, puisque c'est une grande priorité. Et ce terme de dignité, effectivement, laisserait penser que c'est une personne qui est juge de sa dignité et que la société peut dire que quand une personne ne se juge plus digne de vivre et que selon certains critères on pourrait lui donner la mort, la tuer en définitive. Et en fait on remarque que la dignité d'une personne dépend du regard qu'on porte sur elle. Or si on fait passer cette loi, en fait, on envoie un message à toutes les personnes qui sont dans un état de vulnérabilité. On envoie le message que leur vie n'est peut-être plus digne d'être vécue. Et donc, comme notre regard sur elles n'est plus juste, eh bien, leur regard sur elles-mêmes va aussi ne plus être juste et elles vont se sentir être un fardeau. Et donc, elles vont pouvoir demander cette aide à mourir. C'est ce qu'on constate d'ailleurs dans tous les pays étrangers qui ont légalisé l'aide active à mourir, enfin, le suicide assisté ou l'euthanasie. En fait, au départ, il y a un certain nombre et chaque année, le nombre de demandes augmente puisqu'il y a l'offre, donc le nombre de demandes augmente. Parce que là, nos parlementaires, enfin ceux qui sont favorables à cette proposition de loi, jurent tous la main sur le cœur qu'il y aura des garde-fous, mais on l'a vu en Belgique, aux Pays-Bas, dans certains États des États-Unis et du Canada, les garde-fous sautent très vite et le nombre d'euthanasies explose. Comme dans toutes les lois sociétales, dans tous les cas, à partir du moment où on met le pied dans la porte, en fait, à partir du moment où on dit que certains ont ce droit, pourquoi tout le monde n'y aurait pas droit ? Ils disent d'ailleurs, par exemple, un des critères, c'est d'être majeur. Il faut avoir 18 ans pour être majeur. Sandrine Rousseau a dit elle-même que il faudra passer à une euthanasie pour les mineurs. Donc en fait, ils ne le cachent pas du tout. La DMD le dit. Ils veulent pour l'instant une première loi et pour ensuite pousser à une loi plus élargie. Donc ça, la question des garde-fous est un leurre et on peut le voir avec la question de l'avortement, avec la question de la PMA, ça a toujours été le cas. Oui, on parle d'exception et progressivement l'exception se généralise.
Alors, la marche pour la vie, c'est toujours l'occasion de témoignages, alors des témoignages en rapport avec l'avortement ou avec l'euthanasie. Est-ce que cette fois, vous avez de nouveau des témoignages forts de personnes qui vont parler de leur vécu et de leur sensibilisation par rapport à cette question de l'euthanasie? Oui, alors sur la question de l'euthanasie, nous aurons un jeune d'une vingtaine d'années qui est malade d'une maladie neurodégénérative et donc qui est directement concerné par cette loi euthanasie. Il serait éligible à l'euthanasie, ou suicide assisté. Dans la loi, vous savez que c'est suicide assisté avec exception d'euthanasie quand la personne ne peut pas se suicider elle-même. Et donc, ce jeune va venir témoigner tout comme aussi on a des témoignages de celui qui est passé sur CNews, je n'ai plus son nom, oui, Louis Bouffard, qui est un très beau témoignage sur CNews aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes comme ça qui disent en fait la violence avec laquelle ils reçoivent cette loi. Il y a eu un manifeste, le manifeste des 110, des personnes qui sont handicapées ou malades et qui montrent à quel point ils sont contre cette loi. Et donc on a ce jeune qui va venir témoigner. On aura aussi d'autres témoignages sur l'avortement. Voilà, parce qu'évidemment on se doute que l'euthanasie devrait être au cœur des préoccupations lors de la marche pour la vie. Bien entendu, on parle toujours de l'avortement qui malheureusement est toujours d'actualité. C'est désormais rentré dans la Constitution. On est les deuxièmes au monde après les Yougoslavie communistes à avoir fait cette mesure. Il y a toujours un nombre d'avortements effrayant, plus de 250 000 au cours de l'année 2024. On attend encore les chiffres pour l'année 2025, on a peur que ce soit pas triste non plus. Comment en est-on arrivé là? Et justement, mais qu'est-ce qu'à la marche pour la vie on répond justement? Comment on en est arrivé là? Je pense par un abandon de la question de l'accueil de la vie et puis des politiques familiales qui ne sont pas en faveur de l'accueil de la vie, une idéologie aussi beaucoup parce que les écoutantes, celles qui prennent le temps d'écouter les femmes enceintes en difficulté qui hésitent à avorter, nous disent que ne serait-ce que depuis la constitutionnalisation de l'avortement, il y a un impact fort psychologique sur les femmes. Elles se disent, comme c'est un droit constitutionnel, je ne peux pas en souffrir, je dois pouvoir l'utiliser et donc il y a aussi une grande répression sur ceux qui remettent en question ce fameux droit. Enfin, c'est même pas un droit en fait dans la législation française, mais en tout cas cette liberté qui est constitutionnalisée. Donc il y a, je pense vraiment une idéologie active qui touche tous les jeunes aussi. Voilà, l'avortement est vu comme une liberté, comme quelque chose qui va libérer la femme et comme un droit. Et une liberté, et c'est le comble, parce que parmi d'ailleurs les témoins qu'on a pu entendre lors des marches pour la vie précédentes, des femmes qui ont eu recours à cet avortement le faisaient parfois sous la contrainte de leur conjoint, par exemple, contrainte de leur entourage socio-professionnel ou étudiant. Oui, effectivement, beaucoup de témoignages montrent que une femme n'est pas libre, et c'est comme, que beaucoup de femmes ne sont pas libres quand elles avortent, et c'est la même chose pour l'euthanasie. En fait, on parle de loi de liberté, mais dans quelle mesure une personne qui souffre et qui est soumise à des pulsions de mort, comme l'expliquent bien tous ceux qui travaillent en soins palliatifs ou ceux qui sont en psychologie, en psychiatrie, ils le disent. En fait, les personnes qui souffrent comme ça, elles ont des pulsions de mort, et donc dans quelle mesure une personne va être vraiment libre quand elle demande la mort? Et on peut faire quand même un parallèle aussi, dans quelle mesure la femme enceinte, qui est toute perturbée par cette annonce, qui ne sait pas comment réagir, qui a la pression parfois de son conjoint et bien souvent, ou de la pression familiale, la pression du travail, la pression financière, beaucoup de pression qui pousse effectivement une femme à avorter. On en a des exemples à l'appel. Alors tous les cas ne sont pas comme ça, tous les cas d'avortement ne sont pas des cas de détresse, mais on en a beaucoup et nous les dénonçons à la Marche pour la vie. Nous trouvons que ce n'est pas un innocent qui doit payer toutes ces contraintes et que nous devons aider ces femmes parce que les femmes sont aussi victimes de l'avortement. Voilà. Alors voilà, justement, je viens au sujet des propositions que fait la Marche pour la vie, parce que la Marche pour la vie défend des propositions concrètes comme une politique familiale pour combattre la précarité et encore d'autres mesures. Oui, on nous accuse souvent d'être liberticides, de nous opposer, etc. La Marche pour la vie veut d'abord porter un message, positif, un message d'espérance et dire qu'il y a des solutions. Parce que s'il y a autant d'avortements en France et si l'avortement était légalisé
légalisé en 75, c'est forcément qu'il y a un problème. Et je fais encore le parallèle avec la loi fin de vie. Si on veut aujourd'hui légaliser l'euthanasie, c'est aussi parce qu'il y a un problème. 50% des personnes qui en auraient besoin ne peuvent pas bénéficier des soins palliatifs selon la Cour des comptes. Donc, on a un problème d'abord, la question de l'accueil de l'enfant à naître, et donc comment on y répond. La Marche pour la vie défend plusieurs propositions, 10 propositions chaque année que nous remettons à jour en fonction de l'actualité, mais qui restent à peu près les mêmes. Sur la question de l'avortement, nous proposons déjà que une étude soit faite pour comprendre les conséquences et les causes de l'avortement, puisqu'on ne peut pas trouver des solutions si on ne comprend pas tous les facteurs qui poussent une femme à avorter. Et puis nous avons par exemple écouté le cœur du bébé pour que la femme prenne conscience de ce qu'il en est, que à 3 semaines déjà le cœur de bébé bat, et souvent ça fait prendre conscience à la femme que non, elle veut garder son enfant. Vous avez aussi la question de l'accouchement sous X qui est beaucoup oubliée et qui pourtant est une vraie solution, puisqu'il y a beaucoup de couples qui sont en attente pour pouvoir adopter en France, et donc ça serait une solution pour que l'enfant, s'il ne peut pas être accueilli par la mère par sa mère biologique, il puisse être accueilli par un autre foyer. Bien sûr, toutes les questions financières, pour nous il est inadmissible qu'un foyer ne puisse pas accueillir un enfant pour des raisons financières. Donc nous voulons vraiment que le gouvernement aide ces foyers. Et puis on a la question aussi du délai de réflexion. Le délai de réflexion de 3 jours, oui, c'est quelque chose quelque chose de troublant que une décision aussi grave, même si elle est légale, puisse être prise sans délai de réflexion. Oui. C'est comme si on jouait avec la vie, comme si la vie était quelque chose d'anodin sur laquelle on peut prendre une décision inconsidérée sur un coup de tête. Et ce délai de réflexion existait auparavant. Il était de 10 jours, puis de 7 jours, et aujourd'hui il a totalement été supprimé, ce qui est quand même assez troublant. Pourquoi faudrait-il à tout prix supprimer le délai de réflexion, comme si on était à 1 jour près pour l'avortement? Et enfin, on peut voir quand même derrière un lobby vraiment du planning familial qui, pour le coup, très souvent accueille, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent accueille des femmes et leur disent quand est-ce qu'on planifie l'avortement, alors que la femme est encore en train de se poser des questions. Donc on a vraiment une volonté active chez certains d'accélérer. De mise sous pression, oui. Oui. C'est vrai que vous avez évoqué la question de demander une étude sur l'avortement qui peut être faite par une commission d'enquête parlementaire. C'est même très surprenant qu'en fait les députés sénateurs n'aient pas eux-mêmes pris une telle initiative, surtout avant le vote sur la constitutionnalisation. C'est aussi en partie ce que font les députés et sénateurs. Outre voter la loi, il faut des commissions d'enquête. Ça peut être sur l'efficacité de l'appareil judiciaire, ça peut être sur les réformes apportées à l'école, par exemple. Pourquoi ne pas faire une commission d'enquête sur les conséquences de l'avortement, de la législation de l'avortement 50 ans après? Je pense parce que les réponses seraient trop dérangeantes pour nos politiques et pour la société en règle générale. D'ailleurs, quand nous avons des femmes qui prennent la parole pour parler de l'avortement, je trouve ça très courageux de leur part, vraiment. Et donc, on en aura une à la Marche pour la vie ce dimanche 18 janvier. Et en fait, même elles, on ne leur donne pas la parole, parce que dire que ce qui est vu comme un droit presque sacré de la République pose autant de problèmes et fait autant souffrir, ce n'est pas audible. Ouais. C'est d'ailleurs une des questions qui est évoquée au début du vote sur la constitutionnalisation. Il avait été question que ça passe par un référendum, mais le problème c'est que de nombreuses personnes pro-avortement en faveur de cette constitutionnalisation ne voulaient pas d'un référendum. Pourquoi? Ça peut paraître surprenant parce que c'est évident que je pense que le oui l'aurait emporté à plus de 51%. Mais ils ne voulaient pas d'un tel référendum parce que une campagne référendaire oblige à donner un temps de parole équitable au pour et au contre. Ouais. Et donc, il y a quand même eu une personne, un candidat aux élections législatives qui n'a pas été élu député, qui a dit « Ne donnons pas aux anti-IVG une tribune inespérée pour eux ». Oui, totalement. C'est troublant, ne débattons pas de ce sujet, alors que justement, si ce sujet est grave, il faut en débattre. Alors, de manière plus large, comment êtes-vous entendu par les autorités politiques, par les responsables politiques, les élus, sur ces questions de l'avortement et de l'euthanasie ?
Alors, déjà, la Marche pour la vie a d'abord un combat métapolitique, c'est-à-dire que avant de parler aux députés, on parle à la société, je dirais. On rappelle haut et fort à la société tout notre message, le respect de la vie du début à sa fin. Mais nous parlons évidemment aussi, bien sûr, aux députés, à nos représentants, aux parlementaires. Comment est-ce que c'est reçu? Certains le reçoivent très bien. Nous écrivons, c'est souvent les jeunes qui se mobilisent pour la défense de la vie écrivent aux députés en leur nom propre pour leur dire leur inquiétude, parce que c'est une inquiétude réelle, notamment vis-à-vis de l'euthanasie. Et certains nous répondent, nous disent qu'ils vont maintenir, qu'ils vont voter contre et qu'ils comprennent notre inquiétude. D'autres ne nous répondent jamais et d'autres ne nous considèrent pas. Nous regrettons qu'à la Marche pour la vie, il n'y ait pas davantage de parlementaires qui viennent en tant que parlementaires à la Marche pour la vie, parce que la Marche pour la vie représente quand même une certaine quantité de citoyens qui pensent ce que nous pensons et encore c'est qu'un échantillon de tous ceux qui en France pensent la même chose et qui peuvent pas se mobiliser même si des gens viennent de très loin pour la marche pour la vie. Alors en octobre vous êtes rendu au Parlement européen. Quel était l'enjeu de cette visite et comment avez-vous été reçu? Alors au Parlement européen, dans l'Union européenne, en ce moment, se joue quelque chose sur la question de l'avortement. C'est le collectif My Voice, My Choice qui veut inscrire l'avortement dans les droits fondamentaux de l'Europe. Et donc, plusieurs se mobilisent, des députés et des associations se mobilisent contre ce vote. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus, quelqu'un de le Jeune Académie qui est intervenu avec une autre femme qui aussi témoignait de son avortement. Et nous avons été reçus assez mal, on va dire, parce que dans le cadre de l'Assemblée nationale, du Parlement européen, nous n'avons pas le droit, les députés n'ont pas le droit de manifester et ne peuvent pas s'opposer, manifester une opposition. Et lorsque nous sommes rentrés dans la salle du Parlement européen, il y a eu des députés européens qui étaient avec des pancartes et qui criaient pas justement, mais qui nous disaient change, shame et qui manifestaient leur opposition et leur haine vis-à-vis de nous, ce qui est totalement indémocratique. Alors dans plusieurs pays européens, on a des marches pour la vie. Il y en a une en Roumanie. Alors avec quel certain nombre de la marche pour la vie française sont allés. Comment ça se passe dans les autres pays? Est-ce qu'il y a plus de sérénité dans les débats, plus de liberté d'expression par rapport à la France? Je prends l'exemple de la Roumanie, par exemple, ou de la Hongrie, la Pologne, la Belgique même aussi. Alors c'est vrai que c'est assez encourageant de voir qu'il y a des marches pour la vie à peu près dans tous les pays, en tout cas dans beaucoup de pays. Ça c'est un petit message à ceux qui considèrent que la marche pour la vie ne sert à rien et qu'il faudrait d'autres manières de faire. Alors il faut 1000 manières de défendre la vie, mais je pense que la marche pour la vie reste un moment très important, unique dans l'année, où publiquement nous disons à la société et nous nous réunissons pour nous encourager et pour rappeler ce message essentiel. Donc ça c'est un petit message pour ceux qui pensent que la marche pour la vie ne sert à rien. Et la preuve, c'est que tout le monde en fait, beaucoup de pays en font, donc c'est bien qu'on en a vu les fruits, même s'ils ne sont pas législatifs. Comment ça se passe dans les autres pays? C'est très varié. En Roumanie, les pro-vie sont assez mal vus à cause du passé communiste et de toute l'histoire de l'avortement qui est liée au communisme, parce que le Parti communiste a interdit l'avortement pendant un temps, etc. Donc c'est assez délicat dans le paysage politique. Mais par exemple, je suis allée en Allemagne. Alors en Allemagne, il y avait une très forte opposition, mais au niveau politiquement, ils ne sont pas du tout au même stade que nous, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que moi, quand je me déplace dans un autre pays, disons que j'ai un peu honte de la France parce que nous sommes allés jusqu'à inscrire l'avortement dans sa constitution. Donc nous sommes un peu l'image de l'extrême dans le progressisme, on va dire, pro-avortement, et même sur la question de la vie, parce qu'en fait, il y a plein de pays pour qui, en Roumanie, par exemple, en tout cas pour l'instant, ils ne pensent absolument pas à l'euthanasie. Ils ont un tel respect des anciens que ce n'est pas du tout un sujet. Donc nous, quand on dit on en est au point de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté, on nous regarde avec des gros yeux. C'est quoi ces Français? Voilà. Alors donc revenons en France précisément.
Il y a la marche pour la vie à Paris dans quelques jours, mais il y en a aussi un peu partout en France. Il y a celle de Lyon qui existe depuis quelques années, celle de Lille qui existe depuis l'année dernière. Il y a aussi tous les petits groupes Génération Pro-Vie qui fleurissent un peu dans toutes les villes de France et de Navarre. En fait, où que vous habitiez en France, il y a la possibilité de s'engager pour défendre la vie. Oui, je pense qu'il y a 1000 manières de faire et effectivement nous essayons de développer cette mobilisation locale. Alors une mobilisation locale qui n'est pas que militante, on va dire, de rue, mais qui est aussi on propose la prière pour ceux qui veulent, on propose l'aide aux associations qui accueillent des femmes enceintes, qui vont voir les personnes dans les EHPAD, les jeunes de la génération Pro-Vie font ça aussi, vont voir les personnes en fin de vie, etc. Parce que voilà, la défense de la vie, c'est bien de le dire, c'est bien de porter cette parole, mais il faut aussi être dans le concret. Et je remercie tous ceux qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux, en soins palliatifs, qui font un travail remarquable et qui sont souvent bien oubliés et bien bafoués, notamment par cette loi euthanasie qui va les obliger. Enfin, petit aparté, quand même, la loi euthanasie va, même s'il y a l'objection de conscience pour les médecins et encore pas pour tous, puisque par exemple ça n'a pas lieu pour les pharmaciens, eh bien il n'y aura pas d'objection pour les établissements de santé. Donc tous les établissements de santé devront proposer un service d'euthanasie et de suicide assisté, ce qui est quand même très lourd à porter pour des soignants. Donc voilà, il y a mille manières de soutenir aussi ces soignants et d'être présent au niveau local. Et puis beaucoup viennent même à la marche pour la vie, là, même s'ils viennent de loin, pour se relancer justement dans ce combat pour la vie. Et il y a aussi une autre organisation dont vous êtes, il me semble, à l'origine, c'est la Le Jeune Académie. Alors, présentez-nous donc la Le Jeune Académie. Alors, la Jeune Académie vient du constat que à la Marche pour la vie, il y a beaucoup de jeunes. On a une moyenne d'âge de 20 ans. Et on s'est dit, voilà, tous ces jeunes, ils veulent défendre la vie. Parce que je suis de la génération post-loi Veil. Nous sommes nés dans une société où l'avortement était déjà banalisé, où était déjà brandi comme une liberté. Et nous trouvons ça anormal. Les lois dites de société vont à toute allure. Tout passe, la PMA, etc. Et nous, on ne peut pas laisser passer ça sans rien dire. Donc nous voulons nous engager à notre manière et savoir en fait défendre ses convictions. Donc beaucoup de jeunes se confrontent dans leur lycée, dans leur fac à d'autres qui sont parfois très violents face à eux parce que ils sont très haineux de notre position. Et ces jeunes ont besoin d'une formation. Donc nous avons créé la Le Jeune Académie qui a pour but de donner aux jeunes une formation tant intellectuelle, argumentative que pratique. C'est-à-dire que voilà, chacun a ses talents. Certains sont faits pour aller parler sur des plateaux et d'autres sont faits pour créer des vidéos sur Internet ou pour plutôt être dans l'écoute des femmes enceintes. Enfin, même si on peut avoir plusieurs talents, eh bien comment on va s'engager personnellement dans le combat pour le respect de la vie. C'est ce à quoi veut répondre la Le Jeune Académie via une université d'été d'une semaine en août et des week-ends de formation pendant l'année où nous formons donc sur ces sujets cruciaux, surtout sur le début et la fin de vie pour que déjà on sache quoi penser, les jeunes sachent quoi penser, sachent tenir dans les moments difficiles, au moment où on pourra être confronté à ces questions d'avortement, d'euthanasie, parce qu'on est un peu tous concernés, et puis qu'on sache porter ce message autour de nous. Et pour finir, quelques questions pratiques quant à la marche pour la vie du 18 janvier. Comment faire pour venir? Comment faire pour se loger quand vous êtes de l'autre bout de la France? Alors, tout le monde est bienvenu à la Marche pour la vie. Des bus viennent donc de Toulouse, Lyon, peut-être de Strasbourg, de Angers. Ces détails doivent être sur le site de la Marche pour la vie, je suppose. Trouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Donc tout le monde est vraiment bienvenu parce que, encore une fois, il faut être nombreux et encore plus cette année, même si on n'est pas nombreux, on sera toujours là, ça c'est sûr. Même si on est 3, 4, on sera toujours là. Mais le fait d'être nombreux envoie quand même un message à notre société
Et donc venez nombreux. Il y a des bus organisés qui sont pris en charge financièrement par la Marche pour la vie, quand même à noter. Nous pouvons loger aussi les bénévoles qui viennent à la Marche pour la vie la veille, le samedi. Et le samedi, il y a une formation bénévole toute l'après-midi justement pour que on allie l'action à la formation. Et le soir, il y a une veillée de prière pour la vie aussi, pour un week-end bien complet sur la défense de la vie. Merci Marie-Lise Pellissier. Chers téléspectateurs, parce que Zoom a retenu votre attention et nous vous disons peut-être au 18 janvier et sinon à très bientôt.